voici la moulinette Moulinex pour hacher en quelques secondes la viande crue, les oignons ou la viande cuite. Moulinex est rentré dans le cœur et dans toutes les familles françaises. C'est, pour le Français, la quintessence de la société de consommation. Depuis le début, il disait « je veux des produits pour tous ». C'était un homme qui avait la cuisine de tous les ménages comme horizon. On disait on rentrait chez Moulinex par wagon entier. Le slogan « Moulinex libère la femme », il est absolument génial parce qu'il raconte ce qui est une vérité sociologique. Libérée, je le mettrai entre guillemets. Et elle se lave d'un geste sous le robinet. Moulinette Moulinex. Le 7 septembre 2001, l'une des plus belles entreprises de l'industrie française pendant près de 7 décennies, implantée en Normandie depuis ses origines, déposait son bilan. Moulinex, qui plongeait ses racines dans un simple atelier d'emboutissage, était devenue l'une des marques françaises les plus connues et les plus populaires au monde. Le 11 septembre 2001, le jour même où les tours de Manhattan s'effondraient, ce jour funeste qui ébranlait le monde, des milliers de salariés répartis dans les 5 usines qui restaient en Normandie recevaient leurs lettres de licenciement. C'est le 11 septembre 2001, en même temps que les attentats, que s'écroule l'industrie Moulinex ce jour-là, où on nous annonce le dépôt de bilan de l'entreprise. Dans toutes les villes où on était implantés, je pense que la fermeture des sites, oui, a été pour moi catastrophique. Il y a des gens qui ont vraiment décliné. Il y a des gens qui se sont pas remis, on a même eu des suicides. Il y a des gens qui n'ont pas admis que voilà, la fermeture, quoi. Surtout que ce que les gens avaient du mal à comprendre, c'est que on n'avait franchement pas l'impression d'être responsable de ce qui se passait. On ne maîtrisait pas. On a été virés. Et après, on nous a démontré que même si on pouvait travailler 2 fois ou 3 fois mieux, de toute façon, on serait fermé quand même. Et ça, c'était une vraie difficulté dans la tête des gens. Ça venait pas de nos compétences ni de notre savoir-faire. Ça venait de problèmes financiers qui nous passaient au-dessus de la tête, quoi. 20 ans plus tard, que reste-t-il de la présence de Moulinex en Normandie ? Les sites industriels, à Alençon, Bayeux, Falaise, Cormelles-le-Royal, Carpiquet, sont détruits dans les années qui suivent la faillite de l'entreprise, à l'exception de quelques locaux conservés ici et là, récupérés par d'autres enseignes, pour d'autres usages, et quelques vestiges mystérieusement conservés dans leur état d'origine. Mais si l'entreprise Moulinex avait périclité après des décennies de domination dans le secteur de l'équipement ménager, la marque et son histoire n'allaient pas disparaître à jamais. En octobre 2001, un mois après l'annonce du dépôt de bilan, le tribunal de commerce de Nanterre accepte l'offre de rachat de Moulinex par le géant de l'électroménager, le groupe SEB. Mais seules quelques usines Moulinex sont conservées dans les pays de la Loire. Les usines normandes n'échapperont pas à la brutalité de la fermeture, laissant près de 4000 salariés au seuil d'un avenir incertain. La marque qui avait si bien contribué au rayonnement de la France dans le monde continuerait toutefois d'exister, loin de la position dominante qui avait fait sa légende. À Cormelles-le-Royal, comme dans toutes les villes de Normandie où Moulinex avait modelé le paysage, ne subsistent que quelques traces méconnaissables de l'ancien géant industriel. Dans la nouvelle zone Jean Mantelet de Cormelles, seul le Presse Purée, le restaurant du chef Serge Philippe,
vestige de l'ancienne usine Moulinex, fait figure de résistance à la disparition. J'ai créé ce restaurant en 2006. Voilà, on a eu l'idée de récupérer l'ancienne infirmerie pour créer ce restaurant. Et donc on est parti sur, sur tous les appareils de l'usine, du début de la création des appareils jusqu'à la fin. Donc on a pris toutes les idées de Monsieur Mantelet, tout ce qu'il a créé, et on s'est dit on va faire une sorte de musée Moulinex. Donc voilà, on a quelques photos, on le représente, on le voit là, c'est en fin de carrière. Et après, tous ces appareils électriques qui sont venus après, quoi. Jean Mantelet est un homme de la région parisienne. Il n'a rien à voir avec la Normandie, qui sera la base, la zone du succès de son entreprise. En fait, c'est un Parisien. Il est né à Rosny-sous-Bois, il est né avec le siècle, donc il est né en 1900. Et parents artisans, petits artisans, pas très riches, mais suffisamment prospères pour vivre relativement confortablement. Et il va subir plusieurs, sinon traumatismes, toujours événements marquants dans sa vie. Le premier d'entre eux étant le divorce de ses parents. Donc il est récupéré, si je puis dire, par sa mère, qui évidemment met un terme à ses études, ça c'est une question de moyens pour le coup, et le place en apprentissage dans une bonnetterie de la région parisienne, où là il apprend un peu tout, la comptabilité, le commerce. Il est très apprécié de son employeur, qui d'ailleurs aimerait bien le voir lui succéder. Et puis l'employeur meurt, etc. Donc c'est à la suite de son échec, de la mort de son premier employeur, il va travailler avec son père, qui a ouvert une petite quincaillerie, un petit atelier de quincaillerie, donc qui fabrique des choses. Il y a probablement leur appris pas mal à ce moment-là, sauf que Jean Mantelet veut être indépendant. Clairement, il veut être indépendant. Il veut se débrouiller tout seul. Et donc c'est pour ça qu'il va créer sa propre petite affaire d'emboutissage. Devine-t-il qu'il va devenir un des entrepreneurs les plus successful de France? Ça m'étonnerait un peu. Jean Mantelet, encore petit chef d'entreprise au début des années 30 dans la région parisienne, va connaître un destin exceptionnel, dont lui-même ne peut alors imaginer les effets considérables qu'il aura dans l'histoire industrielle française. Le moulin légumes, nom de la première invention à succès de Jean Mantelet, devient aussi le nom de sa toute récente manufacture d'emboutissage. L'objet comme l'entreprise vont lancer le roman de cet inventeur infatigable et inaugurer un chapitre nouveau de l'histoire sociale de la France. Et si le nom de Moulinex ne viendra que bien plus tard remplacer celui de moulin légumes, cette histoire ancrée dans le XXe siècle figure dès ses origines dans notre mémoire collective, aussi bien que dans les archives municipales de la ville d'Alençon, dans l'Orne, où Jean Mantelet implantera en 1937 sa première usine normande. Donc là, je peux déjà vous montrer le premier moulin à légumes, où on voit la marque Moulin Légumes, qui a été créée à partir de 1932. Ce fameux objet, une grille simple, une manivelle, et vous écrasez toutes sortes de légumes. Comment est-ce qu'il a cette idée? L'histoire raconte qu'il rentrait donc le soir de sa manufacture d'emboutissage et sa femme lui préparait des purées. Le classique de base de la cuisine populaire depuis très longtemps. Il faut le savoir parce que c'est ce qui va expliquer aussi le succès du moulin légumes. La purée, c'est le classique, c'est le basique. Ce n'est pas de ta faute, chérie, mais il reste toujours des grumeaux. Je sais, mon ami, il est impossible de faire autrement. Et sauf que cette purée que prépare madame, elle est écrasée, les patates sont écrasées au presse-purée, donc c'est pas très bien écrasé, on a tous connu ça, les plus anciens, et il y a des grumeaux. Bon, les grumeaux dans la purée, c'est pas génial. Et donc, en voyant ça, il se dit, il faut que je fasse un truc, pour rendre la purée plus souple, plus fluide, qu'il n'y ait pas de grumeaux, qu'il n'y ait pas de morceaux. Donc il est parti sur un appareil un peu comme ça, il a pris une casserole, où il a enlevé le fond de la casserole, et il a créé le premier presse-purée. Donc ça, c'était en 1932. Il s'agit d'un modèle tout simple, en acier, il n'y a pas de plastique encore, avec une manivelle, aussi en acier et un bouton en bois pour faciliter les choses. Et puis,
une râpe pour écraser en fait les légumes au fond du moulin. Voilà. Quand il lance ça en 1932, il s'est dit j'ai probablement un produit génial, mais on ne me connaît pas. Jean Mantelet, personne ne le connaît. Moulin Légumes, personne ne sait ce que c'est. Donc il faut que j'aille le montrer. Et à l'époque, on est en 1932. Où est-ce qu'on va le montrer? Dans les marchés. Il y en a partout, pratiquement tous les jours, dans toutes les villes un peu importantes en France. Dans les foires, il y en a partout aussi. Dans les salons, il y a quelques salons de produits, il y en a déjà, de produits de grande consommation. Vous allez aussi les présenter dans les concours Lépine, les concours régionaux, les concours du meilleur produit, les concours de cela. Donc en fait, ils sillonnent la France, les marchés, probablement de la région parisienne au début ou de la grande région parisienne, pour faire de la démonstration. C'est un homme qui fait de la démonstration. Et ça marche. On lui en demande de plus en plus, qui diffuse des petits encarts publicitaires en noir et blanc sur le Moulin Légumes, des trucs en noir et blanc, sur le produit voilà, qu'on peut acheter à Bagnolet ou dans un certain nombre de quelques magasins de quincaillerie. Il y en a beaucoup à ce moment-là, dans les années 30 encore. Il s'est très vite dit qu'il fallait capitaliser sur la réussite du Moulin Légumes, donc il en a créé plein dans la même veine, d'ailleurs, des moulis, moulins. Là, il y a des moulis poivres, des moulins poivres, des moulins épices, enfin, toutes sortes de choses, des moulins à herbes, enfin, des produits parfois petits, parfois un peu plus importants. L'idée étant de hacher et d'écraser en fait toutes sortes de légumes, d'herbes, etc. Tous les objets moulins à légumes sont structurés de la même manière, avec une manivelle pour tourner le moulin. Donc là, voici encore un autre objet qui a été aussi créé en même temps que le moulin à légumes. C'est la moulinette. Donc c'est la même version, mais en plus petit, dans la moulinette râpe. Et là encore, c'est de l'acier, c'est toujours un appareil à manivelle. Et je pense que ça, c'est connu par tout le monde, puisque tout le monde avait ça dans sa cuisine. À mes yeux, les appareils les plus importants, c'est ceux-là, c'est ceux qui sont suspendus là, c'est ceux que M. Mantelet a vraiment défendu dans sa marque quand il a fait tous les salons et qui voulait développer sa marque, c'est avec ceux-là. Et voilà quoi. Son produit, il avait 3 avantages. Il était pratique, simple et facile d'usage. Et puis surtout, il n'était pas cher du tout. L'idée de produire beaucoup pour produire pas cher, on est en 1932, le Moulin Légumes c'est 1932, donc on est très avant la grande consommation de masse des années 50. Cette idée-là, c'est-à-dire produire beaucoup pour produire pas cher, allait faire la fortune des grandes marques de consommation après-guerre. Donc c'est une idée pionnière et c'est cette idée-là à laquelle il est resté toujours fidèle, qui explique et qui allait expliquer les développements de Moulinex. Ça c'est clair. Le grand atout de Mantelet, c'est qu'il était visionnaire et qu'il avait compris qu'il fallait démocratiser la consommation. Et depuis le début, il disait « je veux des produits pour tous ». C'est un discours déjà qui est philosophique et politique. Mais il rajoutait le prix d'abord. Il disait avant de lancer un produit, je fixe un prix. Alors que tous les managers font le contraire. Ils pensent à un produit, après ils vont à l'arrivée, ils disent combien ça coûte. Lui, il commençait par combien ça coûte. Ça aussi, c'était génial. Il disait de l'ouvrier au manager, je veux qu'il comprenne bien la même chose, je fixe mon prix d'abord. Et je le fixe le plus bas possible, sachant que je vais perdre sur chaque produit vendu, mais que je vais gagner sur l'ensemble de mes ventes. Vous voyez, mes amis, en 8 ans, alors qu'il fallait autrefois 20 minutes pour fabriquer un moulin, il n'en faut plus que 5. Et ça marche, en tout cas ça marche auprès du public, parce que ça répond à un vrai besoin. Et petit à petit, l'atelier de Bagnolet va grossir, et puis commencer à devenir une véritable industrie. Le résultat étant que, comme ça marchait très bien, parce que le premier produit, le Moulin Légumes, avait rencontré un franc succès, et bien qu'il lui a fallu très vite déménager pour créer une véritable usine. Ce qui a poussé M. Mantelet à quitter Paris, c'est l'essor extraordinaire des premiers serre ménagers. Il ne s'y attendait pas. Et il a dit, je ne peux pas rester à Paris, je ne pourrais pas m'étendre. En à peine 5 années, le petit entrepreneur parisien à l'énergie inépuisable va connaître une irrésistible ascension. Avec le succès de ses premières inventions, la modeste manufacture de Bagnolet devient bien étroite. Et c'est en faisant ce constat que Jean Mantelet va entreprendre sa conquête de l'Ouest. En transférant la production Moulin Légumes à Alençon, en Basse-Normandie, l'aventure Moulinex allait connaître un tournant décisif, première étape de ce qui deviendrait un empire.
Alors pourquoi va-t-il en Normandie? Pas du tout parce qu'il est normand, pas du tout parce qu'il a des attaches normandes, mais tout simplement parce qu'il trouve un site disponible. C'est la secrétaire de Jean Mantelet, donc le fondateur, qui lui parle de la manufacture d'Auzé à Alençon, une ancienne manufacture de chanvre et de lin, et qui avait fermé ses portes, qui était désaffectée. Et donc Jean Mantelet part pour Alençon pour bénéficier ainsi de plus d'espace, mais aussi avoir accès à une main-d'œuvre abondante, docile, peu revendicative, loin des centres urbains industriels gagnés par le mouvement ouvrier syndical. Il savait que c'était la population, on va dire, rurale, et voilà, avec des gens qui avaient peu été à l'école, pour certains, et peu de formation technique. Ça permettait aussi de mettre des salaires pas trop hauts. Et c'était des bosseurs, ça travaillait. Et c'était des gens quand même qui avaient une pensée qui était très solidaire entre eux. Donc, le fait de travailler en équipe, ça permettait aux gens, quand vous finissiez à 14 heures, de pratiquement refaire un deuxième emploi dans la journée. Donc il y avait plusieurs personnes qui avaient des fermettes et qui géraient leur exploitation chez eux. Et ça se passait très très bien. Et je vous dis, c'était des gens costauds, qui ne se peignaient pas, qui étaient rarement malades et qui étaient robustes. Précédemment, il travaillait dans les fermes, dans un métier agricole. Et donc, ouvrier ou ouvrière chez Moulinex, c'était une promotion sociale. Il a été surtout dans les campagnes, récupérer les pauvres filles qui étaient dans les fermes, qui gagnaient 3 francs 6 sous, et puis qui préféraient être libres qu'être au cul des vaches, excusez-moi l'expression. À cette époque, le monde, en tout cas normand, est totalement rural. Il arrive une personne qui crée une industrie. Mais l'industrie, ça fait peur, en fait, aux agriculteurs. Ça va leur consommer de l'espace, ça va débaucher les ouvriers agricoles. Enfin, on arrive dans un milieu hostile, au fond. Et son paternalisme à lui, ça consiste tout simplement à se dire, il faut que je donne aux ouvrières et aux ouvriers l'envie de s'émanciper par rapport à la condition dans laquelle ils sont actuellement. Et donc, il s'occupe en effet d'eux d'une manière qu'on va qualifier aujourd'hui de paternalisme et que je qualifierais d'humaine pour ce qui me concerne. C'est-à-dire qu'il s'occupe en effet de leur logement, de leur transport, de leurs conditions de travail, de leur niveau salarial et de leur formation. Pendant la guerre, en fait, l'entreprise qui à l'époque était en Normandie ferme en fait en 1942 et en fait elle ne rouvrira qu'en 1944. Donc elle a cessé de fonctionner pendant un petit peu plus de 2 ans. Et en 1944, elle a rouvert non pas tellement pour le marché français qui commençait lentement à redémarrer, mais pour les troupes américaines qui avaient besoin d'un certain nombre de produits emboutis, en métal, pour toutes sortes d'usages, pour des gamelles par exemple, il fallait faire des gamelles, ou des couverts de soldats. Et donc il a réussi à reprendre son activité comme ça. Donc là aussi, c'est plutôt un objet qui n'est pas très connu, même au niveau des moulins à légumes. Il s'agit d'une gourde. C'est les gourdes qui ont été fabriquées pendant la guerre. Donc on a encore une fois l'indication au moulin légumes, Bagnolet. L'idée de passer de produits totalement manuels à des produits électriques, lui serait venue, dit la légende. Lorsque un jour où il était de passage dans son usine d'Alençon, il avait remarqué que sur le parking où stationnaient ces ouvrières, il y avait beaucoup moins de vélos qu'elles utilisaient traditionnellement pour venir de leur ferme des environs, et beaucoup plus de mobylettes et surtout de vélos Solex. Et des Solex, un Solex, c'est un vélo sur lequel on a monté un moteur. Et il dit, la ménagère va en avoir marre,
de presser sa purée en tournicotant une manivelle. C'était un fin observateur, il avait des intuitions et de là lui est venue l'idée de motoriser le moulin à café et d'autres appareils. Notre patron, quelque part, un jour, il a pensé à mettre un moteur électrique sur une lame pour moudre du café, quoi. Et ça avait été révolutionnaire. Voilà le premier moulin à café qui a été créé en 1956. Et on voit, on a toujours production moulin légumes, mais le nom de la société a changé. Moulinex. Moulin, donc on regarde le moulin à légumes. Ex, pour dire que c'est électrique. Il dit le produit avec la consommation ex, qui à l'époque était la modernité. Toute la question, c'est que signifie le ex. Et là, vous avez pourquoi Moulinex. Et là, vous avez deux théories possibles. L'une qui voudrait dire qu'en fait, ex, c'était à cause du vélo Solex. L'autre idée ou l'autre hypothèse qui est tout aussi valable, c'est que en fait, ça voudrait dire ex comme expansion. Et c'est vrai que au milieu des années 50, c'est le début d'une grande phase d'expansion. Et donc, voilà, c'est quelque part moulin expansion, moulin Solex. Quelque part, qu'importe, c'est bien en tout cas un changement majeur parce que ça devient une marque et une marque qui va devenir, comme beaucoup de gens le savent sans doute, l'une des plus connues, sinon la plus populaire pendant des années en France. Les moteurs électriques, oui, sur la gamme Moulinex, ça a été un vrai tournant, quoi. Et d'ailleurs, on s'était mis à les fabriquer nous-mêmes, les moteurs électriques. Donc c'est que c'était vraiment un ingrédient important dans le produit. Au mi-temps des années 50, le passage de Moulin Légumes à Moulinex pour l'entreprise de Jean Mantelet est à la fois une continuité et une rupture. Continuité de l'entreprise créée au début des années 30 sous un nouveau nom et rupture dans la conception même des objets ménagers. L'adoption d'un nouveau nom, Moulinex, correspond aussi à une nouvelle ère, non seulement de l'entreprise, mais de la France elle-même. S'ouvre alors une période faste que l'on qualifiera plus tard de 30 glorieuses, dont Moulinex devient l'un des emblèmes les plus marquants. Dans une France d'après-guerre qui connaît une croissance exceptionnelle et invente de nouveaux modes de consommation, de nouvelles images, de la Citroën DS à l'avion Concorde, des nouvelles cuisines aménagées au fameux vélo Solex. Ce sera longtemps la France du général de Gaulle, qui, en observateur avisé des évolutions françaises, fera l'honneur d'une visite de l'usine d'Alençon. Le succès de la marque Moulinex dessine aussi à sa façon l'image d'une France Moulinex. Au début des années 50, dans le cadre de la reconstruction, de la modernisation des logements, il y a des très gros programmes de logements qui sont lancés en France, partout en France, et on commence à édifier, enfin on édifie en masse d'ailleurs, des logements modernes. Vous savez, le F5 ou le F4 ou le F3, ça dépend évidemment du nombre de personnes dans la famille, qui sont dotés de tout le confort moderne, et notamment d'une cuisine indépendante, ce qui n'existait pas, loin s'en faut, dans beaucoup de logements avant. Et dans cette cuisine ou dans ces appartements, vous avez l'électricité, qui n'existait pas, elle non plus, forcément partout dans les vieux logements. Et donc, à partir du moment où vous avez une cuisine indépendante et de l'électricité, vous pouvez brancher n'importe quel type d'appareil, et c'est ce qui va faire, évidemment, le succès des appareils Moulinex électriques, cette fois. On reprend le moteur du moulin à café qu'on va intégrer dans le mortier. On voit qu'il y a une grande évolution, par contre. On n'est plus dans l'acier pur, et on commence à travailler avec les matières plastiques. C'est ce qui fait aussi que le produit est plus léger, et puis aussi moins cher. Donc par rapport à la concurrence, c'était plus facile d'utiliser le plastique, c'était beaucoup plus rentable que de rester avec de l'acier qui est extrêmement lourd. Donc les boîtes et les appareils, encore des appareils.
Donc ceux-là, bon, pour le coup, la génération maintenant, tout le monde les connaît, ils les ont eus quand ils étaient gamins. C'était ça, Jean Mantelet, c'était un esprit débordant d'idées, en prise avec la réalité, très ancré. Mantelet aussi aimait beaucoup les westerns. Et donc voilà, les cow-boys, j'imagine, voilà, utilisaient beaucoup des pistolets. C'est comme ça que lui est venue l'idée de faire un sèche-cheveux à main. Voilà, et non plus qui coiffe la tête, hein, voilà, mais qu'on peut tenir manuellement. Voilà, le pistolet. Et cette forme-là, elle va rester pendant très longtemps aussi. C'est ce qu'on appelait les hommes produits dans l'usine. Les hommes produits, eh ben, ils étaient là pour concevoir. Voilà, on recherchait avec les matériaux à faire plus facile à utiliser et puis moins cher, le moins cher possible aussi. Et c'est ce qui a fait la force de Moulinex. Partie d'un simple moulin à légumes, la marque Moulinex va forger sa légende par l'innovation permanente et une multiplication débridée de nouveaux objets de la vie quotidienne. Les ingénieurs, qualifiés familièrement d'hommes produits, ne ménagent pas leurs efforts et dessinent peu à peu l'image d'une société de consommation en pleine expansion. L'arrivée de ce qui va devenir un grand groupe industriel représente un formidable moteur de développement économique, urbain, social, dans une région qui, d'un certain point de vue, accusait un certain retard. Donc les élus convoitaient beaucoup Moulinex, sollicitaient Jean Mantelet pour qu'il vienne installer un site de production dans leur ville. Et par exemple, la ville d'Alençon, avec l'arrivée de Moulinex, est passée de 12 000 à 32 000 habitants. L'usine d'Alençon, créée en 1937, aura symbolisé pendant près de 20 ans l'ère de moulins légumes et des objets à manivelle. Avec l'ouverture d'une nouvelle usine à Argentan en 1958, l'horizon s'ouvre pour l'ère de Moulinex et des appareils motorisés. Dès lors, la conquête de la Basse-Normandie va se poursuivre pendant quelques 25 ans. Et il est devenu l'industriel de référence en Basse-Normandie. On peut même dire qu'il a occupé, enfin que Moulinex occupait une place dominante. Et l'histoire a montré que c'était probablement une place trop dominante, hyper dominante, au sens où peut-être que tout le monde pensait que c'était une sorte de rente éternelle, que ça durerait jusqu'à la fin du monde, et qu'il n'était pas nécessaire au fond d'être attentif à d'autres entreprises qui pouvaient aussi s'implanter. Alors chaque usine en plus avait sa spécialité, sa spécificité. À Saint-Lô, c'était les couteaux à légumes. C'était vraiment réalisé dans les usines de Saint-Lô. Donc à Falaise, c'était plutôt les aspirateurs. L'usine d'Alençon était vraiment spécialisée sur les fers à repasser, les cafetières. Nous, on a collecté toute la partie prototype des fers à repasser. En revanche, les aspects, par exemple, logistiques sont, on va dire, communs. Donc vous n'avez pas intérêt dans cette situation-là à trop éclater vos sites. Donc en fait, ils les concentrent dans une région, effectivement la Basse-Normandie, parce qu'en termes de logistique, d'expédition, de gestion des stocks notamment, c'est beaucoup plus simple. Voilà, c'est une question de logique industrielle. Et puis je crois qu'il avait un vrai attachement pour cette région, il faut quand même le dire, et que la population le lui rendrait bien, c'est-à-dire qu'il était devenu en fait l'investisseur local, le grand employeur local. Donc il a creusé en quelque sorte le filon, si je puis parler ainsi. Vous savez, quand vous rentriez là-dedans, on ne vous disait pas t'es à l'essai. Hein. T'es inscrite, tu rentres, tu fais partie de la maison. On disait, on rentrait chez Moulinex par wagon entier. Voilà. Où on nous demandait à peine notre nom, notre âge. Voilà. Pour rentrer chez Moulinex, on ne présentait pas un CV, on ne faisait pas une lettre de motivation, un entretien d'embauche. Hein. Moi, je me présente le mardi et je commence le vendredi, quoi. C'était génial, c'est plus ça du tout aujourd'hui. Hein. Jean Mantelet était un grand patron au sens où
lorsqu'il s'adressait par exemple au nouveau maire que j'étais, il me parlait des conditions dans lesquelles l'usine devait fonctionner. Mais ça ne se limitait pas aux chaînes de production. Ça touchait au logement des salariés, ça touchait au mode de transport des salariés, ça touchait aux conditions culturelles, sportives, associatives de la ville. Il y avait des quartiers autour des sites de production qui sont construits grâce aux usines, quoi. Après, les gens, ils se sont installés, ils se sont mariés. Pour beaucoup, ils se sont rencontrés à Moulinex. Parce que la moyenne d'âge était jeune. Hein. Quand vous arrivez chez Moulinex, vous arrivez très jeune. Et même au tout début, chez Moulinex, on avait quand même l'école Moulinex. On a des gens, c'était des purs produits Moulinex, quoi. Ils avaient 15, 16 ans. On les prenait, on les formait dans une école qui était à nous, l'école Moulinex. Et après, ils faisaient carrière dans l'entreprise, quoi. Donc ça, c'était des purs produits. Donc ces gens-là, la fermeture, ils avaient perdu tous leurs repères, en fait. Ils connaissaient qu'un seul patron. La vie Moulinex. C'était très rapide parce qu'on embauchait un homme. Il faisait rentrer sa femme, il faisait rentrer son cousin, il faisait rentrer son frère. Des familles entières travaillaient à l'usine. Vous voyez, c'était comme ça que ça se passait. Donc, c'était presque familial au fond. Hein, et c'est ce qui a aussi été très perturbant parce que lorsque, évidemment, on a commencé à régresser, c'était toute une famille qui n'avait plus d'argent. C'était aussi le revers de la médaille. Hein. Mais la destruction s'est faite peu à peu et ça a été tout à fait dramatique. Hein. En Normandie, tout le monde connaissait quelqu'un qui travaillait forcément chez Moulinex. Moulinex, c'était une grande famille, mais dans ma famille, on était quand même 5 Moulinex à travailler. On sentait que c'était une personne qui était attachée à fabriquer des appareils correspondant aux besoins des personnes, mais fabriqués par des personnes qui étaient fières de ce qu'elles fabriqueraient. Et ça, c'était important parce que c'était la dimension humaine du bonhomme. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de faire des millions d'objets, il s'agit que ceux qui les fabriquent soient aussi fiers de les avoir fabriqués eux-mêmes. Et partout où j'allais, et comme on était pratiquement les meilleurs représentants de la marque, on vendait du Moulinex. Jean Mantelet et son épouse n'ont pas eu d'enfants. En conséquence, leur enfant, c'était Moulinex. Jean Mantelet allait dans les ateliers. Donc certains ont eu la chance de parler avec M. Mantelet. Donc pour eux, c'est quelque chose d'extraordinaire, quoi, parce qu'ils s'intéressaient de près, je crois, aux ouvriers. Mais quand ils passaient à côté des ouvrières, bonjour mesdames, et puis toutes les semaines. C'était un bon patron. Hein. Les gens de Moulinex avaient une confiance aveugle en M. Mantelet. Je crois que c'était un peu Dieu, quoi. Ils reconnaissaient en Jean Mantelet, celui qui avait créé l'entreprise, grâce à laquelle ces gens-là vivaient, quoi. Donc ils le vénéraient. Je crois qu'il y a des gens qui vénèrent encore Jean Mantelet alors qu'il est décédé depuis 20 ans. C'est quasiment un autodidacte, hein, considérant que ses salariés, c'était sa famille. Donc oui, il était autoritaire, ça c'est clair, on le sait. Mais c'est quelqu'un qui prenait très à cœur la cause de son entreprise et celle de ses salariés. Et encore une fois, par exemple, il a refusé de délocaliser, il a refusé de fermer des usines françaises, il ne faisait pas de plans sociaux. Donc à un moment, tout ça est éminemment respectable. Mais quand votre société commence à battre de l'aile, vous touchez les limites d'un système. Avec son robot Marie Moulinex, maman elle prépare toute sa cuisine. Maman, c'est le mixeur, ça, hein? Oui, ma chérie, pour le potage. Et aussi pour la soupe de poisson. Oui. Pour les jus de fruits. Bien sûr. Robot Marie Moulinex, 3 vitesses, 10 utilisations, 92 francs 50. Que c'est un objet qui a été très répandu au niveau des familles, hein, parce que c'était pas très cher à l'époque. Voilà. Alors Marie, la cuisinière de Jean Mantelet s'appelait Marie, d'où le nom de Robot Marie. C'était un homme qui avait la cuisine de tous les ménages comme horizon. Et comment, dans cette cuisine, on pouvait inventer
les appareils qui pouvaient permettre à la personne qui vit le plus, c'est-à-dire à cette époque la femme, quels appareils pouvaient lui faciliter le plus la vie. Et au fond, je pense qu'il a beaucoup apporté. Parce que avec les appareils qui sont devenus extrêmement faciles à utiliser, il a peut-être changé un peu la condition de la femme, au fond. Le slogan « Moulinex libère la femme », c'est évidemment du marketing intelligent et les limites que des féministes peuvent lui trouver sont tout à fait légitimes. Le slogan Moulinex libère la femme, qui est un slogan absolument génial, hein, parce qu'encore une fois, il renvoie à des évolutions de fond de la société, fait sourire les féministes. D'autant que, vous en doutez bien, Moulinex libère la femme, c'est MLF, hein, c'est les trois lettres des mots, c'est MLF, et qu'il ne se prive pas, Jean Mantelet, pour les utiliser. Voilà, Moulinex libère la femme, donc voilà, c'est un peu, à notre époque maintenant, je pense que c'est un peu compliqué de dire ça maintenant, parce que bon, elle n'avait pas besoin de ça pour être libérée, mais comment dire, voilà, à l'époque, ils l'ont libérée des heures de cuisine et tout ça, en créant tous ces appareils-là. Je pense que ce slogan a pu paraître très rapidement déplacé parce qu'il laissait entendre que, en effet, seules les femmes étaient concernées par les tâches ménagères et que des hommes ingénieurs allaient inventer quelque chose qui allait aider généreusement ces femmes à accomplir leurs tâches. En ça, c'est horripilant et c'est tout à fait compréhensible que le MLF s'insurge contre ça. L'émancipation, c'est de se libérer par soi-même. Mais se libérer par soi-même, c'est-à-dire avoir les outils de l'émancipation, ça n'est possible que justement quand on a la possibilité même de se penser comme émancipée. Et ce qui a permis aux femmes de se penser comme pouvant s'émanciper, c'est le fait que petit à petit, elles arrivaient à sortir, elles conquéraient l'espace public. Or, cette possibilité de conquérir l'espace public, elle vient de différents éléments. Elle vient du travail, évidemment, du mouvement féministe, hein, à partir des suffragettes, à partir aussi d'éléments extérieurs historiques, c'est-à-dire que les guerres ont... C'est terrible à dire, mais les guerres aussi ont libéré les femmes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, pendant la guerre de 14, il a fallu faire appel au travail des femmes dans les usines, dans les champs, elles y travaillaient déjà, mais pour compenser l'absence des hommes, on donne aux femmes les moyens de sortir et donc de prendre conscience que ce qu'elles effectuaient dans les tâches ménagères était un travail harassant et qu'elles n'avaient pas forcément envie d'être assignées à ce travail-là, ce n'est pas génétique. Voilà, c'est tout cela qui se met en route. Donc oui, il y a des éléments extérieurs. Bien sûr que le mouvement féministe consiste à dire que ce sont les femmes par elles-mêmes qui s'émancipent, et heureusement. Mais historiquement, si on observe, il faut bien constater qu'il y a des éléments extérieurs qui les aident plus ou moins à s'émanciper, et ça passe par des phénomènes historiques et par des éléments techniques. On a toujours la même image, entre guillemets, de la femme. L'image de la femme à la maison en train de cuisiner, en train de repasser, en train de, voilà, libérer, je le mettrai entre guillemets. Et donc le fait de dire que cette marque visait à, en tout cas, alléger le fardeau de la femme était un message, à mon avis, juste. En revanche, qu'il ait sociologiquement bouleversé l'équilibre entre l'homme et la femme en France, ce serait totalement faux de dire. Absolument pas que Jean Mantelet était féministe. Alors là, j'ai même aucun doute sur la question. Il a simplement perçu, ce qui était vrai, que la condition féminine était en train de changer. Donc en disant que ces produits libèrent la femme, qui est un slogan absolument génial, c'est pas faire du tout preuve de féminisme, je suis absolument sûr qu'il ne l'était pas. C'est simplement sentir à la perfection l'évolution de sa société. C'est tout à fait commercial, hein, comme affiche, comme message. Et je pense que les femmes de Moulinex,
y était assez étrangère en fait à cela, hein, parce qu'elle s'identifiait mal, je pense, à cette ménagère qui jette son torchon, son tablier, voilà, qui est visiblement une femme au foyer. C'est pas du tout la destinée de ces femmes, qui sont, je pense, elles, les vraies féministes, en réalité, parce qu'elles n'ont pas suivi le schéma patriarcal, traditionnel de la femme au fourneau et de l'homme au boulot. Au contraire, elles ont commencé à travailler très tôt. Et sur des emplois durs, physiquement, éprouvants, voilà, pour conquérir leur autonomie, leur indépendance financière vis-à-vis de leur famille, dans un premier temps, puis de leur mari, tout en conciliant vie familiale, vie de travail. Elles étaient extrêmement courageuses. Mais il a beaucoup fait pour faire évoluer les mœurs, parce que la publicité, ce slogan, il est encore dans nos têtes. Et ça veut dire quelque chose. Et c'est vrai qu'il a participé au départ à la libération de la femme, en accélérant les tâches ménagères, en pouvant les faire plus vite et mieux, pour pouvoir se libérer à d'autres choses. Mais il n'a pas passé le saut. Il n'a pas montré les femmes allant à leur bureau, devenant PDG et devenant président de la République. C'est cette étape-là qui n'a pas suivi. Et il n'a pas montré la femme libérée. Il a montré la femme enchaînée à Moulinex dans sa cuisine. Et c'est ça l'erreur de la communication. À gauche, le chef cuisinier. À droite, la femme de chambre. Qui va gagner? Le chef cuisinier ou la moulinette électrique Moulinex? Tout d'abord, la viande. Êtes-vous prêts? Partez. 1, 2, 3 secondes. La moulinette a gagné. Et maintenant, les oignons. Partez. 1, 2, 3 secondes. Bravo, mademoiselle, vous avez encore gagné. Allons, chef, soyez bon joueur. La moulinette a gagné. Elle se lave en un tour de main. Bravo, moulinette. À l'époque, ces campagnes publicitaires sont purement et simplement géniales. Il n'y a rien à dire. Je veux dire, aujourd'hui, on peut critiquer ce qu'on veut et trouver que c'est vieillot. À l'époque, c'est un carton. Il y avait des études qui avaient été prouvées dans les années 60 ou 70 qu'en fait, c'est les femmes qui demandaient à leur mari « Qu'est-ce que tu veux comme cadeau pour Noël, pour la fête des mères, etc. » Un produit Moulinex. Donc ça s'impose, c'était ça la réponse. Hein. Ça s'impose dans l'imaginaire des femmes, puis dans l'imaginaire collectif, et ça devient l'une des marques, encore une fois, qui dispose de la plus forte, sinon qui est la plus forte notoriété en France, pendant des années. Donc oui, la gamme Moulinex est rentrée dans le cœur et dans toutes les familles françaises. Moulinex, c'est dès le début des années 50. Donc c'est, pour le français, la quintessence de la société de consommation, d'une certaine société facile, que l'on évoque encore aujourd'hui, d'ailleurs avec une certaine nostalgie. Donc c'est ça, dans l'imaginaire des Français. Pour une cuisine légère, grille verticale Moulinex, 2 modèles, inox ou auto-nettoyant. En fait, il n'a pas compris que les marques ont une âme. Et notre métier à nous, les publicitaires, c'est de vendre du presse-purée, de vendre du moulin à café électrique. Et on les rend éternels en leur donnant une âme. Pourquoi? Parce que l'âme est éternelle. C'est ça qui a manqué à Mantelet. Il n'était pas... Et il avait déjà passé son temps. Moulinex connaît son apogée avec le développement de la société de consommation, se confondant presque avec la période des 30 Glorieuses. Mais alors même que la marque connaît triomphe et expansion, le verre s'immisce dans le fruit à la fin des années 70. Un paradoxe tragique conduit alors l'entreprise en pleine gloire à connaître ses premières difficultés, amorce d'un déclin que rien ne pourra empêcher d'aller jusqu'à son terme. C'était un ingénieur qui, au final, probablement, n'est jamais devenu un capitaine financier et a probablement pas non plus su s'entourer du savoir-faire financier autour de lui pour financer un développement aussi exponentiel que celui que son intelligence technique lui permettait d'entraîner. Il y a 2 erreurs. D'abord, la première, c'est qu'il y a eu sans doute beaucoup trop de produits. Il y a un moment, il est parti sur un rythme effréné, se lançant dans des produits sur lesquels il n'avait pas les moyens d'être compétitif, typiquement les micro-ondes. Les micro-ondes, c'est une affaire asiatique. Se produire en France des micro-ondes, c'est sinon de la folie, ou en tout cas un vrai risque. Et ce qui s'est passé, donc, trop de produits. Je pense qu'on a dû se tromper dans la gamme. On a dû être copié très rapidement, trop rapidement, avec des gens qui vendaient des produits moins chers que nous. On faisait aussi les magasins. Hein.
On voyait des cafetières qui étaient vendues le prix d'une verseuse à nous. Ensuite, il y a des erreurs industrielles, et c'est probablement les plus importantes. C'est-à-dire il est resté fidèle à un système qui avait marché dans les années 50, 60 et 70, qui était de spécialiser les usines. Vous faites un produit, une usine. Donc vous arrivez à une quantité d'usines tout à fait trop importante et vous ne rationalisez pas assez la production, vous ne créez pas des lignes de production, vous créez des usines pour chaque site. Et puis, autre erreur industrielle, il a beaucoup trop intégré, c'est-à-dire qu'il faisait tout. Une époque, chez Moulinex, on faisait l'ensemble pratiquement de l'électroménager, de la vis, du corps de l'appareil ménager, du corps chauffant pour les cafetières. L'emballage, les notices d'utilisation, les pièces en métal, les pièces en plastique, enfin absolument tout. Les prises électriques, enfin tout était acheté, fabriqué sur place, enfin acheté pour être fabriqué sur place. Il achetait de la matière première et fabriqué sur place. Donc les coûts de production sont devenus très importants. Ils sont surtout devenus très importants après le choc pétrolier de 73, où les prix ont flambé et où là, forcément, ces coûts de production explosé. Et donc, je ne suis pas sûr qu'il ait eu le réflexe capitalistique qu'il faut peut-être avoir à ce niveau-là. De sorte que lorsque les caisses de l'entreprise sont vides, je crois qu'il n'hésite pas à prendre dans le portefeuille familial pour essayer de combler les déficits qu'on y trouve. Simplement, la taille de l'entreprise est telle que la fortune personnelle de M. Mantet est largement insuffisante pour pouvoir couvrir tous les besoins. Finalement, dans les années 50, 60 et en partie aussi début des années 70, vous êtes très protégé en France. Vous avez un marché en expansion continuelle et vous pouvez sortir du produit tant que vous voulez. Vous n'avez pas de concurrence extérieure, ou très peu. Quand elle arrive, et notamment la chinoise, là ça change tout. Et effectivement, Jean Mantelet est un homme finalement des 30 Glorieuses. Ce n'est pas un homme de l'après. C'est pas un homme qui voit venir la concurrence. C'est pas un homme qui la comprend. Donc pour lui, son modèle qui a marché pendant 30 ans, 40 ans, pourquoi est-ce qu'il continuerait pas à marcher? Ça a si bien marché. Donc il s'arc-boute sur un modèle très intégré, extrêmement coûteux, et il refuse, si encore une fois il est tout au son honneur, d'alléger, de fermer des ateliers, de licencier du monde. Encore une fois, c'est à son honneur. Mais le final du final, c'est que tout est entraîné. C'est ça la tragédie. Jean Mantelet, né avec le siècle, s'éteint le 19 janvier 1991. 10 ans plus tard, ce sera la fin du fleuron industriel tel qu'il avait su le créer, sans réussir à le conserver. Au cours de cette dernière décennie du XXe siècle, la valse de nouveaux dirigeants successifs et une série de choix stratégiques hasardeux achèvent de fragiliser l'entreprise. Et c'est l'inévitable dépôt de bilan en septembre 2001. Donc on avait vraiment des produits qui tenaient la route et qu'on vendait, et qui plaisaient aux gens. Et on avait une très belle gamme, quoi. Donc, sauf qu'on nous annonçait toujours qu'on perdait de l'argent, qu'on était en déficit, quoi. Toute la région jadis agricole, qui avait vu son paysage et sa vie sociale profondément transformés au XXe siècle par l'implantation progressive des usines Moulinex, voyait apparaître brutalement, en ce début de XXIe siècle, le spectre d'un effondrement social et industriel. 20 ans plus tard, que reste-t-il de la présence de Moulinex en Normandie ? Autour de ces bâtiments qui restent, il y avait d'autres bâtiments industriels ou qui avaient des activités comme le fer à repasser ou les ateliers outillage. Et aujourd'hui, on a tout démoli rapidement pour éviter sûrement d'avoir une image de décadence du site industriel. Ici, il y avait l'atelier fonderie où je travaillais d'ailleurs. Et là, on pouvait descendre pour aller se restaurer, où il y avait les locaux de restauration qui étaient ici.
avec d'autres ateliers où on fabriquait des résistances pour les corps chauffants des cafetières. On n'a plus rien. On a un beau parc pour se promener. On peut parler de catastrophe sociale et même de catastrophe sociale totale. Parce que la perte d'une entreprise comme Moulinex, c'est la perte déjà d'un fleuron industriel, la perte de savoir-faire. Ça a été un effet comme ça, domino. Hein. Une fermeture d'entreprise comme ça va avoir des répercussions sur une multitude de facettes hein, et qui sont d'ampleur. Et puis c'est surtout un drame humain. Je crois que de toute manière, c'est l'industrie française qui a perdu une très très grande partie de ses forces à cette période. Parce que il a fallu quasiment la pandémie pour comprendre qu'on s'était tout à fait désarmé sur le plan industriel. Et d'autres emplois ont été créés, mais les emplois industriels sont partis. Très franchement, je pense que la désindustrialisation de la Basse-Normandie est la même que celle qu'ont connue d'autres régions. Si l'entreprise Moulinex, telle que l'avait conçue Jean Mantelet, est morte au seuil du XXIe siècle, la marque elle-même, avec la popularité qu'elle avait acquise au XXe siècle, n'a pas rendu les armes. Car si l'empire industriel a disparu, l'emblème Moulinex va malgré tout poursuivre son chemin sous la houlette de son repreneur Seb, par ailleurs fort d'une trentaine de marques. L'icône Moulinex renaît alors sous de nouvelles formes. L'histoire de Jean Mantelet n'a pas dit son dernier mot. Les autocuiseurs intelligents font leur apparition, associés à l'image d'une cuisine rajeunie et de temps nouveaux. Et ça, c'est de la bombe. Ah, super les filles. L'usine Moulinex de Mayenne, dans les Pays de la Loire, l'une des rares rescapées du démantèlement de septembre 2001, continue à ce jour à fabriquer entièrement le compagnon de Moulinex. Regarde Caroline, regarde bien, c'est une rôtissoire Moulinex. Tu vois, je règle sur le chauffage fort. Je tourne le bouton et dans 45 minutes, la rôtissoire s'arrêtera toute seule. Le poulet sera cuit. Oh maman, tu fais le manège, fais le manège. Oui ma chérie, tout ça avec la même rôtissoire. Rôtissoire Moulinex. Pour 4 utilisations, avec tous ses accessoires, 139 francs 50. Existe un modèle plus grand pour 2 poulets, 179 francs 50.